À première vue, une batterie semble être une chose toute simple, mais vue de l'intérieur, c'est une toute autre affaire. Tout part du plomb. Du plomb pur que l'on broie pour en faire une poudre, à laquelle on ajoute ensuite de l'acide et de l'eau, afin d'obtenir une pâte d'oxyde de plomb. On applique ensuite cette pâte dans les alvéoles de grille coulée, afin de constituer des plaques ou électrodes. La combinaison de plaques positives et négatives alternées constitue un élément. Une barrette de jonction relie toutes les plaques positives entre elles, et une autre barrette relie toutes les plaques négatives d'un élément. Les feuilles isolantes poreuses, appelées séparateurs, sont intercalées entre les plaques positives et négatives, afin d'empêcher tout contact direct entre elles, ce qui les court-circuiterait. Les éléments sont reliés entre eux par des pontets de connexion soudés, rattachés aux barrettes de jonction. On ajoute ensuite une solution d'acide et d'eau, l'électrolyte, et l'ensemble reçoit une charge de 100 à 150 000 ampères-heure qui transforme alors les plaques positives en peroxyde de plomb et les plaques négatives en plomb spongieux. C'est à ce stade que l'on a réellement une batterie. Une fois le circuit entre les plaques établi, on a de l'électricité, chaque élément produisant un courant de 2,10 volts environ. Pour réaliser une batterie d'automobile de 12 volts, on relie 6 éléments ensemble. Pendant la décharge, la matière active des plaques positives se joint à l'acide sulfurique de l'électrolyte pour former, sur cette plaque, du sulfate de plomb. Une réaction chimique semblable a lieu à la plaque négative. Ces réactions produisent de l'eau qui diminue alors par dilution la concentration de l'électrolyte. La décharge se poursuivant, les deux électrodes, positives et négatives, deviennent de plus en plus semblables chimiquement. La concentration de l'électrolyte diminue jusqu'au moment où sa densité est si faible que la différence de potentiel entre les plaques n'est plus suffisante pour que la batterie fournisse une tension utile. Et à ce stade, où les deux plaques sont chimiquement identiques, la batterie est complètement déchargée. Lors d'une décharge rapide, comme dans le cas de la mise en marche d'un moteur, l'activité chimique due à l'acide n'a lieu qu'à la surface des plaques. La diffusion de la solution aux plaques étant trop lente pour fournir une décharge soutenue, le temps de mise en marche se voit initialement limité par la quantité d'énergie immédiatement accessible à la surface des plaques. Toutefois, comme la migration des électrons vers les plaques se poursuit, l'énergie disponible augmente, ce qui explique qu'une batterie semble reprendre vie après quelques instants d'attente. Au contraire, lors d'une décharge lente, comme lorsque les phares restent allumés, l'électrolyte a tout le temps de se diffuser, jusqu'à causer l'épuisement total de la batterie. Il y a une différence majeure entre la pile, dite générateur primaire, et la batterie d'accumulateur, générateur secondaire. Dans un générateur primaire, comme cette pile au carbone pour lampe de poche, l'activité électrochimique due à l'emploi finit par user complètement les deux sortes d'électrodes, positives et négatives, et il n'y a plus qu'à jeter la pile. Par contre, dans un générateur secondaire, comme une batterie d'automobile, la transformation chimique des plaques est réversible, d'où la possibilité de recharger la batterie. Même dans un générateur secondaire toutefois, chaque décharge profonde réduit la durée de vie de la batterie en fonction directe de la profondeur. De sorte qu'une batterie, qui devrait normalement supporter aisément plusieurs milliers de décharges partielles, risque de devenir irrécupérable au bout de 20 à 30 décharges profondes. Pendant la charge, le courant électrique passant dans la batterie produit des réactions chimiques en sens inverse de celles observées pendant la décharge. Le sulfate de plomb des deux plaques, alors identiques, se divise en plomb et en sulfate, et l'eau se décompose en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène s'allie alors au sulfate, ce qui augmente la concentration de l'électrolyte, cependant que l'oxygène s'attache à la plaque positive qui redevient alors du peroxyde de plomb.
L'eau, en se décomposant, produit un dégagement gazeux qui peut devenir excessif lorsqu'on charge trop la batterie ou lorsque celle-ci est complètement chargée. Comme la formation de gaz entraîne une perte d'eau, on doit éviter toute surcharge. Pour minimiser le volume de gaz, l'emploi d'un chargeur à tension constante s'impose d'autant plus, surtout avec les batteries sans entretien inactives, que cet appareil réduit automatiquement son taux de charge lorsque la batterie approche de l'état de charge optimal. Dans les batteries classiques à remplissage, du plomb antimonié est utilisé pour renforcer les plaques tant positives que négatives. Ces batteries se caractérisent toutefois par une faible résistance à la surcharge et par un dégagement gazeux important. Il s'agit donc de les doter de bouchons dévissables afin de pouvoir leur ajouter de l'eau au besoin. Dans les batteries à faible entretien ou de qualité supérieure, la proportion d'antimoine est réduite et n'implique que la plaque positive, alors que la plaque négative est un alliage de calcium, comme dans la batterie sans entretien. Le volume de gaz et la perte d'eau s'en trouvent diminués. Il reste qu'il faut quand même leur ajouter un peu d'eau de temps en temps, suivant l'usage qu'on en fait et sous climat chaud. Enfin, les batteries sans entretien ont du calcium dans les deux types de plaques, pour les renforcer, mais aussi parce que ces alliages peuvent accroître la résistance à la surcharge et réduire les gaz jusqu'à 97% comparativement aux batteries classiques. Comme il n'y a pas à leur ajouter d'eau, les batteries sans entretien sont complètement scellées. Toutes les batteries d'équipement d'origine Ford sont de ce type. Comme on le voit, les batteries d'automobile ont bénéficié de plusieurs améliorations ces dernières années. Il y aura encore d'autres progrès, car les véhicules modernes les mettent à rude épreuve. Songez aux usages qu'on leur demande. Dans les années 60, les besoins d'électricité d'une voiture se résumaient à peu de choses. Phare et feu, radio, ventilateur de chaufferette et, dans quelques modèles, la climatisation. Aujourd'hui, les véhicules exigent de l'électricité pour toutes sortes de choses. Le ventilateur de refroidissement du moteur, le pare-brise chauffant, les phares et feux, le freinage anti-blocage, les ordinateurs de bord, la pompe à essence, l'injection de carburant. Demain, ce sera en plus la pompe à eau électrique, le système de navigation, la transmission intégrale, les 4 roues directionnelles et les sièges chauffants. Même à l'heure actuelle, les batteries sont sollicitées non seulement quand le moteur est en marche, mais même quand il est au repos. Avant 1980, le seul circuit qui consommait dans ces conditions était la montre. 7 milliampères, soit seulement 5,2 ampères-heure de perdu au cours d'un mois. Or, dès les années 85, la consommation d'électricité en conditions de contact coupé s'étendait aussi aux éléments du tableau de bord électronique, aux commandes du moteur, à l'ouverture sans clé, à la radio électronique après syntonisation et à la suspension à correction d'assiette commandée par microprocesseur, soit une consommation de 23 milliampères, représentant une déperdition de 19 ampères-heure au bout d'un mois. Et d'ici à 1990, les dispositifs de sécurité passive, les sièges à mémoire et l'antivol ajouteront encore à la consommation permanente d'électricité. Mais il y a d'autres facteurs en cause, tels que la durée d'utilisation effective de la batterie et la température à laquelle elle est soumise. Si le démarrage était la seule fonction demandée à la batterie, celle-ci pourrait assurer 1 million de démarrages pourvu qu'elle soit rechargée à chaque fois. Et comme un démarreur peut fournir quelques 40 000 démarrages, la batterie pourrait théoriquement survivre à 25 démarreurs. Pourquoi n'est-ce pas le cas dans la pratique? Dans les conditions normales, le démarrage n'occasionne qu'une faible décharge. Mais il y a d'autres demandes, dont certaines pouvant résulter en une décharge profonde. Or, comme je l'ai dit, une batterie ne peut supporter que 20 à 30 décharges profondes au cours de sa vie. Aussi est-il important de se souvenir que toute décharge profonde réduit la durée utile d'une batterie. Une batterie doit rester toujours bien chargée. Les charges permanentes, les phares laissés allumés et l'insuffisance de charge comptent donc parmi les facteurs qui peuvent diminuer le rendement d'une batterie. Mais il y a lieu de mentionner une autre influence, la température ambiante, tant trop chaude que trop froide. Sous une température très élevée, les effets corrosifs de l'acide de l'électrolyte sont accélérés et la détérioration des plaques est plus rapide.
Par exemple, une batterie qui peut durer 54 mois en Indiana pourrait ne durer que 35 mois sous le climat nettement plus chaud de la Géorgie. La meilleure façon de minimiser les effets de la chaleur est de conserver la batterie dans un état de charge optimal. Aussi, les batteries laissées pendant des mois dans un véhicule en attente de clients doivent être vérifiées périodiquement et rechargées afin de les empêcher d'atteindre un état de décharge profonde susceptible de causer des dommages irréversibles. Ce conseil s'impose encore plus sous un climat chaud. Voici pourquoi. Lorsqu'une batterie est bien chargée, les plaques sont relativement exemptes de sulfate de plomb. Mais à mesure que la batterie se décharge, le sulfate de plomb s'accumule sur les plaques. Il finit par dissoudre la pâte des plaques positives et par abréger de la sorte la durée utile de la batterie. Il faut bien garder en tête que même une batterie non reliée à un circuit se décharge. Par exemple, une batterie de 58 ampères-heure bien chargée, laissée sur une étagère à une température de 80 degrés Fahrenheit, finira par perdre toute sa charge au bout de 15 mois environ. La corrosion des plaques aura toutefois commencé bien avant cela, abrégeant plus encore la durée de vie de la batterie. Et songez que dans un véhicule consommant 25 mA, contact coupé, le laps de temps écoulé jusqu'à l'épuisement total de la batterie sera ramené à seulement 2 mois et demi. À 100 degrés Fahrenheit, la même batterie de 58 ampères-heure laissée sur une étagère sera morte au bout de 6 mois seulement. Avec une charge permanente de 25 mA, sa durée de vie sera de moins de 2 mois et elle aura subi les effets dévastateurs de la corrosion. Rappelez-vous que dans les conditions réelles d'attente sur le terrain, les phénomènes de décharge et de détérioration se déroulent bien plus vite, étant donné que les batteries des voitures neuves sont rarement chargées à bloc lors de l'arrivée du véhicule. La consommation d'un accessoire, découlant par exemple de l'ouverture permanente de la boîte à gants ou d'une défectuosité de la lampe du compartiment moteur, peut décharger la batterie en l'espace de quelques jours. Si la batterie est laissée dans un état de décharge complète, des dommages permanents découlant de la corrosion des plaques ou de leur court-circuitage par hydratation s'ensuivront en quelques 14 à 30 jours. Les températures très basses réduisent aussi les performances d'une batterie. Pour une capacité de 20 heures, par exemple, une batterie complètement chargée à 80 degrés perdra, à 45 degrés, pratiquement 25% de son énergie. À une température de 10 degrés, la perte d'énergie serait de 50%. Et à moins 20 degrés, une batterie de 58 ampères-heure se trouve ramenée à seulement 19 ampères-heure effectifs. Aussi, est-il très important d'avoir une batterie bien chargée initialement, et encore plus lorsqu'il fait très froid. Car rappelez-vous que si une batterie passablement déchargée peut être rapidement rechargée jusqu'à un certain point, passé ce point, elle prend beaucoup de temps à atteindre l'état de charge optimal. Ainsi, il peut suffire de 2 heures pour recharger une batterie jusqu'à 50% de sa capacité, mais jusqu'à 20 heures pour arriver à la charge complète. Et lorsque la température tombe au-dessous de zéro, les batteries très déchargées peuvent même refuser de prendre une nouvelle charge. Heureusement, grâce aux améliorations dont elles n'ont cessé de faire l'objet, les batteries sont aujourd'hui nettement plus puissantes et plus compactes qu'auparavant. Ainsi, les nouvelles batteries de 58 ampères-heure offrent davantage de puissance de démarrage à froid qu'une batterie de 84 ampères-heure datant de 1980. Et en 1986, une batterie de 48 ampères-heure pesant seulement 31 livres produit davantage de puissance de démarrage à froid qu'une batterie de 84 ampères-heure réalisée en 71 qui pesait 50 livres. Voici les améliorations qui ont changé bien des choses. Dans les années 70, l'intérieur d'une batterie ressemblait plus ou moins à ceci. Par la suite, alors que la demande d'électricité augmentait parallèlement au rapetissement des compartiments moteurs, de nouvelles idées permirent de rendre les batteries plus puissantes sans en augmenter les dimensions. Parfois même, leur taille peut être réduite. Les anciens modèles avaient des boîtiers à cloisons épaisses qui réduisaient l'espace disponible à l'intérieur. La mise au point ultérieure de nouveaux matériaux permit d'amincir les parois et d'agrandir les secteurs. On put également construire des plaques plus minces.
De sorte qu'aujourd'hui, la combinaison de cloisons et de plaques plus minces permet d'ajouter davantage de plaques et donc d'obtenir davantage d'énergie sans augmentation correspondante des dimensions du boîtier. De l'énergie qui se traduit par une capacité de lancement à froid supérieure. La capacité de lancement à froid est l'intensité qu'une batterie peut fournir pendant 30 secondes à 0 degrés Fahrenheit en maintenant une tension minimale de 7,2 volts. La capacité de réserve d'une batterie est un autre chiffre important à connaître. Elle définit l'aptitude de la batterie à supporter la charge électrique minimale du véhicule advenant une panne du circuit de charge de ce dernier. La capacité de réserve est le nombre de minutes pendant lequel un courant de 25 ampères peut être tiré d'une batterie neuve complètement chargée avant que la tension aux bornes ne tombe au-dessous de 10,5 volts. Une autre mesure de capacité est la décharge en 20 heures, qui représente l'intensité qu'une batterie peut fournir avant que sa tension ne tombe au-dessous de 10,5 volts. Ainsi, une batterie de 84 ampères-heure devrait être capable de fournir 4,2 ampères pendant 20 heures. Compte tenu des nombreux circuits de charge permanents des véhicules actuels, cette mesure de capacité revêt une importance grandissante. Y a-t-il un rapport quelconque entre ces différentes classifications? Il n'y a pas, à vrai dire, de relation exacte entre elles, puisque chaque classification mesure un aspect particulier des performances. On peut néanmoins retenir, pour toutes les batteries à grand rendement, telles que les batteries Ford d'origine, une estimation d'ordre pratique. Ainsi, pour trouver la capacité de décharge en 20 heures, il suffit de diviser la capacité de lancement par 10, ce qui, pour une valeur de 840, donne une capacité de 84 ampères-heure. À l'inverse, pour trouver la capacité de lancement estimative, vous devez multiplier la capacité de décharge en 20 heures par 10. Pour trouver la capacité de réserve, on divise la capacité de décharge en 20 heures par 0,6. Dans notre exemple, la batterie de 84 ampères-heure a une capacité de réserve de 140 minutes environ. Inversement, si vous ne connaissez que la capacité de réserve, vous pouvez multiplier cette valeur par 0,6 pour trouver la capacité estimative de décharge en 20 heures. Donc, grâce à ces formules, il suffit de connaître un des facteurs de capacité pour pouvoir calculer les deux autres avec assez de précision. Il est important que vous compreniez bien ces différentes classes de capacité, car lorsque vous avez une batterie à installer, vous devez la choisir en fonction de toute la demande d'électricité du véhicule. Le BCI, ou Battery Council International, a établi une classification destinée à favoriser la normalisation des batteries. Selon cette classification, un groupe se rapporte aux dimensions, hauteur, longueur et largeur, de l'espace dans lequel la batterie doit tenir. D'autres groupes sont établis en fonction de la capacité de lancement à froid, de la capacité de réserve et de la capacité de décharge en 20 heures. Comme on s'en doute, plus un véhicule exige d'électricité, plus sa batterie doit être puissante et grosse. Les batteries modernes ont beau être plus puissantes que les anciens modèles. Le fait demeure que plus on veut d'électricité, plus la batterie doit avoir de matière active, représentée par une masse de plaques relativement importante, ce qui signifie davantage de plomb, donc un poids plus élevé. D'où il ressort que le poids d'une batterie est, à l'heure actuelle, une meilleure indication de sa puissance que ses dimensions. Cela s'explique par le fait que la quantité d'énergie que peut emmagasiner une batterie est directement proportionnelle à la quantité de matière active, c'est-à-dire de plomb et de peroxyde de plomb, avec lesquels l'acide sulfurique peut réagir. Par ailleurs, la capacité de lancement à froid est uniquement fonction de la masse totale. Plus il y a de plaques et plus elles sont grandes, plus cette capacité est élevée. Comme je l'ai expliqué plus tôt, lorsqu'on met un moteur en marche, le temps de réaction est trop lent pour que l'on puisse tirer parti de l'énergie enfouie dans les plaques. Et par conséquent, seule l'énergie disponible à la surface des plaques est utilisable pour le démarrage à froid.